Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Géraud, je suis développeur Android chez Xebia depuis 3 ans et je suis développeur depuis une dizaine d'années maintenant. Et voilà. Et Tian? Je me présente, je suis Tiane, je travaille pour Xebia depuis à peu près 4 ans, je fais du dev Android depuis 2013. Voilà. Du coup, on va vous présenter une sorte de top 10 des raisons pour lesquelles on aime bien le passage à Kotlin sur Android, avec un petit peu d'historique. Pour avoir une idée, il y en a combien dans la salle qui font du développement Android? Si vous pouvez lever la main. Vous avez déjà posé la question, j'étais pas là. Ok, alors on va C'est bien fait. Du coup, l'historique rapide, 2008, première version d'Android, on commence par faire du Java. 3 années plus tard, la révélation du projet Kotlin par JetBrains. 2012, on va avoir l'open sourcing de Kotlin. Et puis en 2017, après pas mal d'années de lobbying de développeurs qui avaient envie d'y passer, Google annonce officiellement le support de Kotlin pour Android. Donc ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on a l'occasion de travailler avec Kotlin en tant que développeur Android. Et on va vous présenter donc 10 raisons qui font qu'on aime beaucoup. C'est 10 raisons assez subjectives et aussi, en fait, on aime bien retourner aussi sur le niveau basique pour vous réexpliquer pas mal de choses. Qui a déjà chopé un null pointer en prod? Ok. Null pointer exception, c'est quelque chose que presque tous les devs Android sont vécus. On déteste ça, on n'aime pas avoir ça. Donc, je pense quand on commence à coder avec Kotlin, je pense pas mal de gens qui sont un peu soulagés par le fait qu'on a un null safety qui est construit au niveau de langage. Si vous avez déjà commencé à coder des applications en Kotlin, sûrement vous avez déjà utilisé le point d'interrogation pour faire des appels en mode safe. Et aussi, il y a quelqu'un peut me dire les 2 points d'exclamation, qu'est-ce que ça peut faire dans votre code? C'est plutôt que tu peux forcer te thrower en null pointer exception. Donc en fait, si vous voyez dans un projet que vous venez d'arriver, vous voyez les 2 points d'exclamation, c'est souvent un peu dangereux. Il faut peut-être revoir un peu le code. Voilà. Un petit appel sur comment ça se passe les saved calls. Imagine, on a un data class qui a un user et qui contient un objet country qui est annulable. Et le country, il contient un code qui est annulable. Il y a un petit typo dans le code. Je ne sais pas si vous pouvez déjà retrouver le petit erreur dans mon code. Donc le country, il est annulable. Donc quand user appelle le country, en fait, il manque un point d'interrogation. Donc ça a dû être un petit typo sur l'erreur, sur le code. Ça, c'est très basique. On ne va pas trop répéter. Avec le null safety, ce que nous ramène à faire beaucoup très souvent, c'est toutes les fonctions scope. Donc let, apply, round et hustle. Quelqu'un, c'est très clair. C'est quoi la différence entre tous ces scope functions? Est-ce que vous avez déjà posé à un moment donné question pour dire qu'est-ce que cette fonction peut faire? C'est quoi le it? Est-ce que je dois utiliser it ou this? Ok, ça me rassure parce que souvent je me pose la question quel est le scope function que je dois utiliser? Aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer un peu de A à Z comment toutes ces fonctions sont déclarées, sont construites. On commence par let. Donc en fait, let, il prend justement la cible en tant que paramètre. Donc en fait, dans le bloc de let, on a it. Une chose par rapport à Kotlin plus sympa, c'est toujours tu peux aller dans le code source et fouiller pour comprendre pourquoi c'est ce paramètre à la place d'autres. Et le valeur retournée par un bloc let, donc c'est la dernière ligne, donc c'est le résultat d'un bloc. Si on reprend l'exemple de user et le country, on peut voir si on veut faire des opérations sur des valeurs nullables,
on peut très facilement utiliser des let. Encore le petit typo, je m'excuse. Pour le fonction also, donc also, pareil, il a le cible qui passe en paramètre. Donc dans le bloc de also, le it représentait le cible. Et le résultat, c'est l'objet lui-même. Donc c'est pas la dernière ligne de votre bloc. Donc ça nous ramène à quelque chose un peu différent. À ce moment-là, en fait, on peut récupérer le résultat de notre bloc. Si on regardait run, justement, run, on n'a pas passé le cible comme paramètre. Donc en fait, dans le bloc run, on n'a pas de hit. À ce moment-là, on n'a que this. Si vous avez le cheat sheet Kotlin à côté, donc vous pouvez voir qu'il y a un petit tableau ici qui vous montre toutes les différences entre tous ces fonctions scope. Donc, si on utilisait le scope function run, on va regarder un mini-exemple. Imagine, j'ai une classe Kotlin Monst class. J'ai une méthode qui s'appelle run. Si je disais le bloc run directement, le this, c'est la classe même. Si j'appelle run sur un variable, le this, c'est dans le scope de l'objet name. Donc voilà, c'est une petite différence. Donc en fait, le run dans une appli Android, on peut très souvent utiliser dans des endroits qu'on a besoin de récupérer valeur après des opérations. Un petit exemple sur apply. Donc apply, pareil, on n'a pas passé le cible dans le paramètre. Donc dans le bloc, on n'a que this, on peut utiliser. Et le résultat dans apply, c'est l'objet même. Si vous avez déjà fait un peu de initialisation avec de fragments, on peut voir ici un exemple avec bundle, où on peut, à la place d'écrire beaucoup plus de lignes, avec chaque ligne et une déclaration, on peut très bien faire juste 2 fois apply pour passer des bundles. Également, si vous avez déjà fait des objets animateurs, apply, ça remplace pas mal de patterns de Buda pour faciliter les choses. On finit par the ou with pour cette partie. Donc with, parmi tous les 5 qu'on a parlé, c'est la seule qui n'a pas l'extension des objets. Ça veut dire qu'on ne peut pas appeler with sur un objet. Si je donne un exemple de Notification Manager, ça c'est la façon qu'on fait dans Java pour afficher une notification avec l'ID et avec le notification qui vient d'être construit. Avec Kotlin, on réduit pas mal de code à écrire, donc en fait on peut directement prendre le Notification Manager, l'instance, et appeler la méthode Notify. Si vous avez déjà fait un peu de Python, c'est assez similaire le mot-clé with. Tout ça, ça nous ramène à parler un peu plus sur Higher Order Function et Lambda. Qui a déjà fait des applications Android avec pas mal d'usages de Lambda? Ok, donc vous avez sûrement déjà vu tous les parenthèses flèches. Pour moi, la première fois quand je commence à faire du coding pour Android, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que entre T, R, parenthèse, flèche, T point, parenthèse, en fait, on a l'impression de perdre très vite dans le monde de Lambda. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est je commence à lire la documentation pour mieux comprendre le côté fonctionnel de Kotlin. On sait tous que la fonction devient un peu le côté très populaire de Kotlin. Et actuellement, je travaille dans un projet chez Startup Aircall. Donc nous, on a pas mal appliqué tout ça dans notre Kotlin architecture. Je vais vous montrer quelques morceaux de code juste après. Je commence pour rappeler un peu qu'est-ce que c'est le type de fonction. Donc, on peut déclarer des fonctions où il n'y a pas de paramètres. Donc c'est là qu'on voit le parenthèse flèche vers A. On peut aussi déclarer des fonctions avec des paramètres. Tu peux passer un paramètre, 2 paramètres, autant de paramètres que tu veux. On peut aussi avoir des fonctions avec des récifers, donc dans la 3e ligne. Et aussi, il y a des fonctions qui sont des types suspend. Chez Aircall, on a pas mal utilisé des fonctions suspend pour toutes les fonctions qu'on veut que ça soit absolument appelé dans un coroutine. Ça nous permet d'être conscient de ce qu'on est en train de déclarer. Comment on peut initialiser, instancier en fonction?
Soit on peut passer par des functional littérales, donc soit lambda, soit en anonymous function. On peut aussi utiliser des références méthodes. Quelqu'un ici a déjà utilisé des références méthodes avec deux points? Ok, je vais vous montrer ça parce que c'est très sympa et c'est pas mal pratique dans beaucoup de cas. Ça permet de réduire le nombre de codes à écrire. Donc, en petite fonction qui n'a pas d'argument, j'ai écrit un hello, ça print hello. Une petite fonction avec un argument. Donc en fait, l'argument ici, c'est en int et le résultat ici, c'est aussi en int. Donc ce que ça fait, c'est une opération de square. Il y a aussi des fonctions qui retournent des fonctions. Donc ça commence à devenir un peu compliqué pour pas mal de développeurs qui ne sont pas habitués avec le fonctionnel. Mais on voit qu'il y a double invocation qui se passe ici. Si on arrive sur la méthode référence, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. D'abord, j'ai une méthode qui s'appelle print greeting. Donc en fait, lui, il a une fonction tout simple. Il prend un paramètre string et il va le printer. J'ai une autre fonction qui va prendre justement en fonction un paramètre, qui s'appelle action. Si vous voyez que le paramètre action, il a la même signature que cette méthode. Donc, lorsque j'évoque la deuxième fonction, ce que je peux faire, c'est passer la référence de ma première méthode. Donc en fait, pour passer la référence des méthodes, j'ai juste besoin de faire deux points. Et ça, c'est quelque chose qui marche dans les constructeurs des classes aussi. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Vous êtes prêts à utiliser ça dans vos codes? J'espère. Voilà. Ça, c'est la méthode référence, quelque chose de très intéressant. Si on avance encore, je vous montre un exemple que nous, on a actuellement dans notre code. Moi, j'ai une déclaration d'interface, ça s'appelle user data source. J'ai une méthode login typique. Je prends email, je prends password et j'ai, à la place de faire des appels via des callbacks, dans l'implémentation de mon login, je passe de lambda. Donc en lambda pour le cas de réussi, en lambda pour le cas d'échec. Comment je vais l'utiliser? Vu qu'on est CleanHaship Bytebook, donc on a contrôleur, interacteur, presenter. Je ne vais pas trop raconter le contexte, mais en fait, du coup, le résultat sera représenté par des présenteurs. Mon interface presenter, il contient deux méthodes, deux fonctions. Si vous voyez qu'ils ont à peu près la même signature, ils ont exactement la même signature que les deux lambda. Donc ce que se passe, c'est que dans l'appel de mon interacteur, je peux faire comme ça pour que ça marche directement. En fait, à la place de faire pas mal de boilerplate, on peut, avec une seule appel, tout se passe directement. Donc en fait, ici, je disais la référence de méthode. Donc j'appelle le onLogging success. Donc mon presenter va prendre directement l'access token de bulle user data source et également pour le cas d'erreur. Et c'est pas la fin de cet exemple. Pour vous dire un peu plus sur la différence entre lambda et des fonctions anonymes. Donc en fait, il y a une mini différence. Quelqu'un sait me dire la différence entre les deux? Qu'est-ce que c'est en lambda et qu'est-ce que c'est en fonction anonyme? Non? Ok. Ça, c'est en lambda. Premier, c'est en lambda explicite. Donc, j'explicite le paramètre et le type de retour. Deuxième, c'est en lambda implicite. Donc, en fait, il ne prend pas de paramètres et il ne retourne rien. Et là, c'est le même lambda, enfin, c'est la même fonction que vous avez vue tout à l'heure. Donc ça, c'est en fonction, enfin, c'est en lambda explicite. Ça, c'est en lambda assez implicite. Voilà. Je reprends l'exemple. Pardon, c'est pas celle-là. Si je fais une comparaison entre lambda et anonyme function, en lambda, il a directement dans un bloc de code. Mais en fonction anonyme, en fait, il a le type de return spécifié. Donc voilà, c'est ça la différence. Et aussi, dans la fonction anonyme, on a la possibilité de retourner la valeur. C'est-à-dire que si je fais return error, ça va marcher. Mais si j'essaie de faire ça dans lambda, cette ligne ne sera jamais appelée. Mais comment on peut faire un return dans le lambda?
on peut utiliser j'ai oublié le nom de ça. Voilà. On peut utiliser ça pour forcer en valeur retour de lambda. Il y a également le côté pourquoi dans l'appel de mon méthode logging, le deuxième lambda n'était pas en méthode de référence. Parce qu'en fait, quand lambda a été passé en dernier paramètre, ça devient dans un bloc. Donc en fait, c'est pour ça que l'appel de logging avec 2 lambda, ça finit comme ça. Donc ça, c'est un détail que j'avais toujours pas compris il y a un moment. Je me suis dit, pourquoi mes 2 méthodes de référence, il y en a un qui devient le bloc. En fait, c'est dans le niveau langage. Quand lambda, c'est le dernier paramètre, ça finit dans un bloc. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récent. Je passe la parole à Géraud pour la partie collection. Le numéro 7, donc, on aime beaucoup les API sur les collections qui sont fournies par Kotlin. Je pense que la majorité d'entre vous les ont déjà vus passer. On voit qu'on en a un gros paquet. Des fonctions pour en créer à la volée, des opérateurs, des fonctions un peu plus de traitement, filter, flatmap, et des fonctions aussi qui permettent de sortir des nuls ou des valeurs par défaut quand on cherche un first item ou or default ou des choses comme ça. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Il n'y a pas que sur Android que ça va nous faciliter la vie, mais j'imagine que, mais sur Android, ça nous le fait aussi. Donc on a les exemples typiques. On peut créer des listes à la volée. Donc là, des listes de strings. On va avoir notre opérateur plus qui va nous éviter d'avoir à faire des concats, des machins bizarres. On va avoir la possibilité donc de faire un map pour itérer, appliquer une fonction sur chacun des éléments de notre liste et récupérer notre liste à la volée. On imagine bien que ça va permettre de les enchaîner comme dans les versions de Java plus modernes que ce qu'on a pu avoir sur Android. On a le group by, typiquement, un exemple de group by qui va nous permettre de récupérer une map avec tous les éléments de notre liste classés suivant le critère qui nous intéresse. Donc là, on est sur un critère simple pour l'exemple où on les classe par longueur de string. Et donc, on peut donc très rapidement, grâce à ces API de collection, là, en faisant quelque chose en une ligne, récupérer par exemple la liste classée de toutes les lettres utilisées dans les strings qui sont dans ma liste de strings, machin, en enlevant les doublons parce qu'on est passé en toSet, etc. Donc les Collections API, on apprécie beaucoup. Les default parameters, c'est la petite friandise qui est agréable et qui sur Android, moi j'apprécie particulièrement. Pourquoi ? Parce que quand on veut faire une custom view, le framework Android va nous faire réimplémenter 3 constructeurs à chaque fois pour pouvoir l'appeler dans différents contextes. Donc ça fait partie dans le monde Kotlin, ça va nous faire partie du passé, puisqu'on va pouvoir faire un constructeur qui va directement donner pour des valeurs facultatives des valeurs par défaut. Et avec la notation JVM Overloads, on va générer tous ces constructeurs. Et donc, pour un override simple d'une vue, on va pouvoir faire en une ou 2 lignes ce qui est plein de boilerplate tant qu'on reste en Java. Les vues synthétiques, pareil, ça c'est du super bonus. Sur Android, donc vous connaissez tous, je pense, FindView by ID et Butterknife. Donc on était sur des FindView by ID à l'ancienne. On devait déclarer notre ID en XML, créer notre vue en variable de classe, faire notre appel à FindView by ID. Il y avait toujours des guerres de chapelle pour savoir à quel moment il fallait appeler les FindView by ID, des gens qui les mettaient au mauvais endroit. Ensuite, on a eu Butterknife qui est arrivé grâce à jQuarton, qui nous a fait rajouter une librairie dans le Gradle, rajouter un annotation processor et qui permettait donc d'ordonner un peu tout ça. Donc, on déclare toujours notre ID dans le XML. Et puis, donc, au lieu d'avoir des appels de fonctions FindViewById qui sont jamais au bon endroit, qu'on perd, qui sont au milieu de la classe, on a des annotations. Donc là, dans le cas le plus simple, on va avoir un bindView. Et on va arranger notre truc et les annotations vont être processées et on aura directement accès à notre vue quand on en aura besoin.
Et aujourd'hui, eh ben, c'est beaucoup plus simple. On met notre ID et puis on a notre plugin Android Extensions. Et donc, on va directement avoir dans la première étape de build, on va récupérer, on va pouvoir directement accéder à notre vue sans avoir à s'embêter avec le boilerplate qu'on a vu précédemment. Les coroutines, alors en attendant le talk poilu de tout à l'heure, on voit que donc on a les coroutines, donc la vie sur Android, c'est une bonne partie à se soucier de surtout pas monopoliser le UI thread pour se retrouver avec une application not responding. Donc depuis le temps, on a beaucoup de stratégies qui vont s'appliquer à différents cas d'usage. On a la possibilité de gérer son propre thread avec des handlers pour envoyer le résultat vers la UI. On a eu les async tasks qui sont célèbres pour créer des fuites mémoire à chaque fois quand on ne les attend pas. On a les services qui vont plutôt être nécessaires pour tout ce qui est traitement de longue durée en background. On a Eric Java qui dans beaucoup de cas est overkill et dont effectivement l'objectif principal, ça va être de traiter des flux de données plutôt que de traiter des éléments séparés, et qui va donc nous permettre de faire des traitements asynchrones relativement facilement, mais parfois un peu lourd à mettre en place en termes de nombre de méthodes ajoutées au projet, etc. Et puis donc on a les coroutines, nouvel outil qui vient s'ajouter à la trousse à outils. Et qui va permettre donc de faire des traitements asynchrones sans avoir nécessairement à instancier un thread et avoir un traitement, avoir le coût de création du thread à subir. Si on prend donc un exemple d'implémentation de coroutine, donc là on part sur un écran qui afficherait, quand on appuie sur un bouton, calculerait à chaque appui successif une valeur de la suite de Fibonacci, et ça va être un traitement qui va avoir une durée exponentielle. Et donc au début ça bloque pas la UI, tout va bien, et puis très rapidement on se rend compte que si on le fait de façon naïve, on bloque la UI et on sait qu'il faut pas le faire. Donc ça commence comment ? On va créer notre fonction suspend, fonction suspensive, qui va donc pouvoir être exécutée dans le cadre d'une coroutine. On lui spécifie un contexte. Donc ici, un dispatcher default qui fait que ça va être un traitement qui va pas venir se faire venir interférer avec la UI. Et donc on lui fait appeler notre fonction fib blocking. Et donc il va avoir la possibilité d'être interrompu par d'autres coroutines. On va vouloir sur notre bouton, on va vouloir ne pas gérer tous les événements de clic. On va vouloir avoir une gestion du channel d'événements quand on clique sur le bouton, pour éviter donc d'avoir éventuellement, quand l'utilisateur va spammer le bouton, éviter d'avoir des dizaines de calculs qui se mettent dans la queue alors que finalement il n'y a que le dernier qui nous intéresse. Donc pour ça, on va créer une fonction d'extension qui va nous permettre d'appliquer une méthode suspend, une fonction suspend sur notre clic. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va passer par un actor qui va être lié. Donc là, on est sur le global scope, qui est le scope qui est lié à la durée de vie de l'application, et on va cet actor donc lui le faire agir sur le main dispatcher. Et on va lui mettre une capacity channel conflated qui correspond donc à ce comportement. Donc on va avoir un channel d'événements duquel on va garder que alors celui en cours s'il est en cours, mais surtout le dernier à la fin. Et si l'utilisateur spam 10 fois le bouton, on va garder que le 10e clic, que l'événement qui est créé par le 10e clic. Et donc dans ce channel-là, on va traiter les événements au fur et à mesure qu'ils sont dans le channel. Et donc voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre comme action sur le clic le fait d'offrir. Donc on va avoir le offer, offrir un événement à notre channel qui va le gérer. Et après ça, on va pouvoir donc avoir on va pouvoir setup
notre action de coroutine, donc qui va s'exécuter à chaque clic sans bloquer la UI. Et voilà, donc on va avoir cette nouvelle option qui va nous permettre donc de pouvoir faire des traitements assez légers de façon asynchrone sans avoir à créer un nouveau thread à chaque fois. L'injection de dépendance, on va voir. Qui a Dagger dans son projet? Ok, il n'y en a pas beaucoup. Qui a déjà fait Dagger? Dagger 1, Dagger 2? 2. De bonnes nouvelles pour un projet purement Kotlin, c'est que vous avez d'autres choix que Dagger. Petite anecdote, j'étais en Pologne le week-end passé pour la conférence Mobilization. J'ai croisé les deux créateurs de ces deux frameworks. Donc pour Crowing, c'est Arnaud, il vient de Toulouse. Pour Coding, c'est Solomon. En fait, c'est les deux Français. On a rigolé pour dire que l'injection de dépendance, c'est un peu un truc de français. Je ne sais pas pourquoi. Surtout, c'est que les deux frameworks, ça permet d'avoir un point de vue un peu différent sur comment l'injection de dépendance peut être faite dans un projet Android. C'est surtout, les deux sont lazy by default. Si vous avez déjà fait l'injection de dépendance avec Dagger, vous savez que c'est pas quelque chose qui est géré par Dagger. Si votre graphe est très très lourd, potentiellement, au lancement de l'appli, vous allez prendre très très longtemps pour juste préparer toutes les dépendances. Actuellement, dans mon projet, on a pas mal de géré avec Dagger, du coup, en utilisant le lazy. Mais sachant que parfois on oublie. Donc en fait, ça nous est déjà arrivé d'avoir des blocages un peu incompréhensibles. Du coup, aujourd'hui, je vous parle un tout petit peu Koin. C'est l'alternative que j'ai testée dans un projet perso. Personnellement, je le trouve très facile à utiliser parce qu'en fait, c'est fait avec le DSL de Kotlin. Si vous étiez là, la dernière soirée, il y avait Svetlana qui a parlé justement la puissance de DSL dans Kotlin. Pour commencer à utiliser Koin, très très simple, une ligne de dépendance Koin Android. Je vous donne du coup un exemple avec un repository, un presenter et un activity très simple. Donc ici, la définition de mon repository, en fait, j'ai une méthode, ça s'appelle giveSpeaker. L'implémentation des repositories, l'implémentation de repository, donc en fait, ça va donner un string qui est Etienne et Géo. J'ai mon presenter qui utilise ce repository pour faire un coucou. Comment les dépendances sont initialisées? Donc en fait, dans l'app module, il y a deux types de DSL. Premier DSL, ça s'appelle single. Donc vous avez déjà vu genre des objets qui vivent très longue vie, donc vivent quasiment la même vie que votre application. Souvent ce genre de singleton ou ce genre de long life objet, on peut l'initialiser, enfin on peut l'injecter avec le mot-clé single. Par exemple, le repository. Il y a également des objets qui vivent un peu plus court. Imagine des presenters qui est utilisé tout simplement juste dans votre activity. Dans ce cas-là, on va utiliser le mot-clé factory. Donc factory, ça permet de chaque fois fournir une instance qui est fabriquée par le factory. Vous connaissez tous le pattern factory. Donc avec ça, on est prêt. La définition de app module est déjà faite. Si vous avez déjà fait Dagger, vous allez voir que par rapport à Dagger, c'est rien. C'est vraiment beaucoup moins de lignes à écrire. Comment le graphe est initialisé? C'est une ligne pour dire stat avec la liste de modules que j'ai dans votre classe application. Après, comment ça se passe pour l'usage? C'est quasiment comme Dagger. Vous allez juste récupérer votre presenter via un by inject. Donc, c'est en valeur delegate. En fait, la puissance de Koin, c'est qu'il a profité presque toutes les language features de Kotlin pour le faire. Ça, c'est le premier exemple de base. Un deuxième exemple, c'est que Koin, il a pensé le scope dès le début. Si vous avez déjà fait Dagger, vous savez que vous pouvez mettre des qualifiers, genre arrobas per app, arrobas per activity, ce genre de choses. Dans Koin, comment ça se passe? Il faut ajouter une autre dépendance pour le scope. Après, on va voir que dans l'implémentation, à la place de dire factory, vous allez dire que par exemple, le Kotlin Month Scope Presenter, il a un scope plus grand que juste une instance de factory. Par exemple, j'ai un scope, ça s'appelle session. Ça peut être le scope que l'utilisateur quand il y a une session valide. Imagine ce presenter peut être utilisé dans deux activités différentes. Donc en fait, ça crée un scope session pour cet objet. Oups. Comment on l'utilise?
pareil, c'est à peu près la même chose. Il y a un truc qui est intéressant dans le scope, c'est que Coin fournit un bind scope. Ça veut dire qu'on peut binder le scope par rapport à la life cycle de l'activity. Ça veut dire que quand le life cycle owner, quand mon activity ou mon fragment c'est fini, le presenter, je ne sais plus s'il est détruit. Enfin, en gros, c'est que votre composant que vous avez déclaré, c'est bindé avec le life cycle. Donc, en fait, ils ont considéré pas mal de features pour la plateforme Android. En troisième exemple, pas seulement le scope qui nous facilite un peu la vie, Coin a aussi fait des features pour des vieux modèles. Quelqu'un ici a déjà fait du vieux modèle dans son projet ? Ok, c'est pas mal. Si vous avez déjà fait, vous voyez que pour chaque vieux modèle, il faudra un vieux modèle factory pour fabriquer votre vieux modèle. C'est pas mal de boilerplate, chaque fois tu répètes. Avec Coin, c'est un peu plus simple. Je vous montre pourquoi. Tout ça, je l'ai vu week-end passé en Bologne, donc c'est très intéressant. J'avais parlé un peu avec Arnaud pour comprendre aussi ses façons de designer le framework. Donc, si vous avez un vieux modèle, donc pareil, vous allez hériter la classe vieux modèle qui est fournie par la framework Android, donc par l'architecture component. Pour l'injection de dépendance, donc la déclaration de votre vieux modèle, ça se passe avec un mot-clé DSL. Donc en fait, c'est très simple. En fait, la méthode get ici, ça te permet de résoudre la dépendance de manière non lazy. Donc en fait, le get, ça permet de faire de l'injection ici. Pour l'utiliser dans une activity, c'est comme ça. Vous voyez qu'il n'y a plus le boilerplate pour appeler le vieux modèle provider.off, tu passes le lifecycle owner, tout ça. Tu n'as pas besoin de créer toi-même un vieux modèle factory. Et pourquoi c'est aussi simple ? Parce qu'en fait, tout est dans le librairie de Coin. Donc en fait, si vous recreusez un peu le projet, vous allez voir le lifecycle owner extension. C'est là qui se passe. En fait, ils ont enrobé toutes les boilerplates pour faire la fabrication de vieux modèles. Donc c'est là le magique se passe. Et aussi, le framework s'occupe la partie de attacher et détacher tous ces objets. Donc en fait, c'est très sympa pour un dev Android. Et aussi, c'est beaucoup plus, en termes d'apprentissage par rapport à Docker, c'est quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup moins prise de tête. Donc je recommande si vous voulez lancer avec un projet comme ça. Et je repasse la parole à Géraud pour le reste. En numéro 2, on va avoir donc Mocha, le framework de Mock. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un framework pure Kotlin, complètement en Kotlin, pensé pour le Kotlin. C'est open source, ça a une bonne année de vie sur le GitHub. Et c'est principalement maintenu par Oleksiy Pilipenko. C'est le gars qui maintient Mock. Voilà. Mais maintenant, il faut connaître. Ça va permettre, alors en premier truc, ça va permettre de facilement, sans problème, moquer des classes finales, ce qui est un problème qu'on a pu avoir avec Mockito par le passé. Et vu que Kotlin, on se retrouve avec des classes finales par défaut, c'était le minimum qu'il fallait pouvoir faire. Donc on fait calmement un appel à Mocha pour créer notre mock. Et on va pouvoir avoir, donc on a un DSL qui va permettre donc de stubber nos méthodes de façon assez sympa à lire. Donc on va avoir every appel machin avec des matchers any classiques. Returns 20, on peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire avec des points parenthèses, mais comme ça c'est plus rigolo. Sur un cas un peu plus proche d'un cas de la vie d'un développeur Android, typiquement si on prend un presenter, donc qui aurait une vue et donc aurait deux dépendances, une vue, un calculator, et qui aurait pour boulot de présenter le résultat du calcul effectué par le calculator. Donc il appellerait les deux et puis on constaterait qu'il y a la petite feinte qu'il va appeler une propriété d'une dépendance du calculator elle-même parce qu'il se trouve qu'on veut l'afficher aussi. Voilà.
Donc on va avoir, donc on aurait une vue qui respecterait ce contrat-là. On aurait donc ce calculateur qui a sa sous-dépendance à un offset provider et qui va faire un super calcul où il va rajouter un offset fourni par le provider. Offset provider, ce serait ça. Et donc on va avoir moqué qui va nous permettre, donc on va moquer nos deux dépendances et on va pouvoir, on va instancier notre presenter. Et on va pouvoir faire des mock chain calls qui vont facilement nous permettre de récupérer des résultats de sous-dépendance sans avoir à moquer manuellement chaque élément de la chaîne pour en arriver là. Donc là, c'est pas arrivé au bout de la ligne, mais ça retourne 10 qui est revenu ici. On va avoir la possibilité d'avoir une syntaxe, on peut dire just runs. Ça, c'est pour des mocks, pour stubber une méthode qui doit retourner unit sous Kotlin. Donc voilà, on n'a pas de résultat, on met just runs. Et voilà, c'est quasiment de l'anglais. Et on va pouvoir vérifier qu'on obtient bien notre résultat en ayant donc directement le résultat de notre appel enchaîné. C'est également donc toujours voilà pour pouvoir moquer sur Kotlin. On a vu les coroutines, c'est un aspect important. On a donc la possibilité de stubber des résultats de coroutines. Donc ça voilà, ça rajoute une petite dépendance supplémentaire Kotlin X Coroutine Core. Et voilà, donc si on a typiquement un objet, si on veut moquer un objet car qui aurait une fonction suspend de drive, on va pouvoir avec le mot-clé coEvery plutôt que juste every, on va pouvoir on va pouvoir la gérer directement out of the box. Et puis voilà, on va pouvoir le faire tourner et faire un co-verify au lieu d'un simple verify. Donc moquer un framework super complet. Qui va aussi donc proposer alors des spice, des relax mocks qui vont sans avoir à spécifier un par un retourner des résultats simples pour toutes les méthodes appelées sur le mock. On va avoir la possibilité de faire des verify sequence, verify order qui vont vérifier que les appels ont été faits dans l'ordre qu'on veut et si c'est exactement la séquence d'appels qu'on veut qui s'exécute. On peut mélanger les arguments des matchers, on peut capturer des arguments, on peut moquer des extension functions. Donc il y a un framework très complet à utiliser. Et oui, vas-y. Donc en fait, si vous n'avez pas utilisé moquer, vous avez essayé de tester coroutine dans votre test unitaire. Je ne sais pas, vous avez fait comment? Quel gant c'est? Comment? Non, en fait, dans Android, tu fais un ROM blocking. Donc en fait, ça, voilà, c'est aussi plusieurs coroutines, il faut faire des joins et tout ça. Donc avec moquer, c'est pas mal sympa d'avoir des DSL avancés. Merci. Et en numéro 1, les extensions et plus particulièrement ce qui nous rend la vie nettement plus belle en tant que développeur Android, c'est KTX. Donc KTX qui a été présenté par Google à l'I.O. de 2018. Peut-être même un peu avant, je crois d'ailleurs. Il a dû faire une petite preview avant. Et qui va avoir vraiment comme objectif de nous éviter plein de code boilerplate qui est dû au framework Android en lui-même, avec donc pas mal de fonctions qui nous sauveront la vie. Ça a été splitté en différents modules pour éviter d'avoir importé des dépendances dont on n'a pas forcément besoin. Donc déjà, c'est une dépendance à part parce que tout le monde n'en veut pas forcément. Je pense notamment à ceux qui restent sur Java. Et puis voilà, donc on a Core KTX, SQLite KTX, etc. qui vont. Donc il faut éventuellement pas oublier de les rajouter à votre projet pour pouvoir en bénéficier. C'est vite fait quand on rajoute un truc, on oublie le KTX qui va avec. Et le genre de truc où ça nous facilite la vie. Alors on va avoir sur des transactions du Fragment Manager. Là où on avait donc la syntaxe avec le begin transaction et surtout pas oublier derrière d'appeler le commit now allowing state loss et puis au milieu l'action qu'on veut réellement faire, le replay, le remplacement de fragments. Donc ça, il y a bon, c'est pas extrêmement confortable à utiliser, même si on s'y habitue, mais effectivement, ça met pas forcément bien en évidence quel est le contenu de la transaction, et puis quand il y a quand même moyen d'oublier de faire le commit et de se dire qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, mon fragment marche pas.
Du coup, on a une petite extension dans KTX qui va nous permettre donc d'appeler une fonction transaction, préciser des paramètres si on les veut ou pas. Donc si on veut du commit now, si on veut du commit allowing state loss, on peut les rajouter. Sinon, on n'a pas à y penser. Et puis on met le contenu de la transaction, ce qu'on veut faire. Et le commit, il est implicite. Et voilà, ça nous évite des erreurs. D'autres exemples sympas. La création de bundle, c'est quelque chose qu'on se retrouve à faire assez souvent. On veut passer des paramètres. Donc voilà, on a vu déjà qu'avec avec la scope function apply, ça donne quelque chose d'assez structuré. On voit un peu ce qu'on fait, on crée notre objet, ensuite on l'initialise. Avec KTX, boum, on a la même syntaxe qu'on avait avec listof, avec mapof, etc. Donc on va juste créer avec mapof en l'occurrence. Donc comme si on créait une map, on va pouvoir faire un bundle of, ma clé, ma valeur, ma clé, ma valeur. Et voilà, ça va être fait en une ligne, ou ça va être fait très simplement. Sur les animations, typiquement, on veut rajouter des listeners sur un début d'animation, une fin d'animation, un console animation. Moi, je trouvais ça un peu crado d'avoir nos quatre méthodes à implémenter pour en arriver là. Généralement, il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse. Donc on se retrouve. Avec KTX, on arrive, si on veut, on peut rajouter un do on start, do on end, do on repeat. On n'a pas 12 lignes de code pour rajouter, enfin 12, j'exagère peut-être, mais là on a déjà 2 lignes qui servent à rien, sans compter les accolades. Donc là, voilà, on arrive, on fait notre do on start, do on end, do on repeat. Et puis un autre qui est souvent agaçant, le text watcher. Typiquement, alors il y a d'autres exemples, on ne va pas tous les faire. Mais text watcher, c'est un peu la même idée. Celui-ci, je ne crois pas qu'il soit encore dans la dernière release, mais on devrait bientôt pouvoir faire. Donc plutôt que des before text change, on text change, after text change, dont généralement il n'y en a qu'un qui nous intéresse. Un simple appel à do after text change. Et donc voilà. Donc KTX c'est rempli de petits raccourcis qui nous facilitent la vie comme ça. C'était notre top 10 des trucs qu'on aime sur Android, sur Kotlin Android. Merci.